Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Et bienvenue, 19h30 sur Sud Radio, on parle emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Soutient-on suffisamment le handicap en entreprise? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube. Vous votez dès maintenant et puis vous nous appelez pour réagir. Je vous redonne le numéro du standard de Sud Radio, 0826 300 300. Alors il y a différents handicaps, un handicap physique, mental, moteur, invalidant, sensoriel. Dans 80% des cas, le handicap est invisible. Au cours de sa vie active, une personne sur deux sera confrontée à une situation de handicap temporaire ou alors durable. Et depuis la loi du 10 juillet 1987, eh bien les entreprises privées et publiques, les administrations de 20 salariés et plus doivent employer des personnes handicapées à hauteur de 6% de leurs effectifs. Les employeurs qui ne respectent pas le dispositif doivent donc verser une contribution financière à l'HFIP pour le secteur privé ou encore au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Nos politiques, nos gouvernants soutiennent-ils assez et suffisamment le handicap en entreprise? Vous répondez à cette question, on va tenter d'y répondre. Évidemment, on va en débattre avec nos invités. Denis Charrier qui est avec nous, directeur général du réseau GESAD. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Charrier, bienvenue. Nicolas Leroy, directeur recrutement groupe pour le groupe Fiducial. Bonsoir à vous, Nicolas Leroy. Et puis Sonia Mouy, responsable de la mission handicap pour le groupe Synergie. Bonsoir Sonia, bienvenue. Bienvenue à vous tous. Tiens, Jérôme Laverny, on va commencer avec vous. C'est vrai qu'en fait, le handicap en entreprise, je l'ai dit, une personne sur deux, malheureusement, sera confrontée à une situation de handicap. Ça concerne tout le monde. Tout à fait. Pas de référence de près ou de loin. Bien dans le micro, Jérôme. Oui, oui. Pas de référence désobligeante dans l'air du temps. Mais c'est vrai qu'on a pu mesurer dans les précédentes émissions qui s'intéressaient notamment aux programmes électoraux en lien avec l'emploi, combien nous étions dans une société du verbe, et c'est pas ici qu'on va le démentir, du verbe. Et puis du jugement moral aussi. Alors les 6%, et attention, les pouvoirs publics sont prompts à dictaminer comme ça des règles et à les opposer aux entreprises en se positionnant comme le commandeur, la figure du grand commandeur qui donne à la fois des ordres et des jugements moraux. Pour autant, est-ce que le verbe suffit? Est-ce qu'il suffit de demander ou de recommander plutôt à quelqu'un de manger 5 fruits, 5 légumes pour le garantir d'un régime confortable et sain? Est-ce qu'il suffit de mettre au féminin des offres d'emploi pour s'inscrire dans la défense de l'égalité homme-femme? Et dans la foulée, est-ce qu'il suffit d'élargir une périphrase à personnes en situation de handicap ou de déclarer la semaine du travail du handicap pour garantir le droit des handicapés? Est-ce que le verbe, est-ce que l'obligation sont suffisants? Est-ce que du pragmatisme comme celui auquel nous allons assister ce soir n'est pas une meilleure voie qu'il conviendrait d'intensifier un peu plus, ne serait-ce que pour garantir ce qui côtoie parfois ces envolées lyriques, personnes en situation de handicap, semaine du travail des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire des délais complètement faramineux pour ne serait-ce qu'obtenir une reconnaissance de travailleurs handicapés, et ce qui pour le coup, indépendamment des dominations quelconques, eh bien mettent ces délais. Alors, dans des situations très très épineuses, beaucoup de personnes qui sont simplement handicapées et qui ont le souhait de retrouver une situation de travail. Il y a aussi des personnes. Alors Nicolas Leroy, directeur recrutement de groupe pour le groupe Fiducial, est-ce que ces 6%, est-ce que les entreprises respectent ce quota? C'est vrai que j'aime pas beaucoup ce mot. Alors je vais y revenir. Oui. Mais est-ce que c'est respecté, Nicolas Leroy? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est fixer des objectifs ambitieux pour essayer de répondre à cette vraie volonté politique, puisque nous on a senti que c'était un sujet sur lequel aujourd'hui les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises étaient en train de se mobiliser. Donc nous on a un premier retour, on a mis en place un certain nombre de choses donc il y a un an. Donc là on fait le bilan un peu de cette première année avec des résultats qui sont plutôt intéressants. Alors évidemment c'est qu'un début, les objectifs sont vraiment ambitieux par rapport à cet objectif de 6%, tout simplement parce que aussi la période n'est pas bien choisie puisqu'on est en manque de compétences sur un marché du recrutement qui est hyper tendu et donc effectivement vient se cumuler aussi cette volonté en tout cas d'aller d'avant sur cette thématique. Mais c'est-à-dire que pour que les auditeurs comprennent bien, est-ce que c'est contrôlé? Est-ce qu'on peut vous contrôler en vous disant vous avez
tel nombre de salariés, combien de salariés en situation de handicap? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui démarre depuis ces dernières années, j'ai envie de dire même sur cette dernière année là, dans la plupart des entreprises. Et aujourd'hui, on fixe avec l'État des objectifs qu'on essaie raisonnables, mais qui sont quand même malgré tout très ambitieux. Mais vous avez raison, Philippe, de parler de quotas. Or, nous sommes dans une période encore une fois spéciale, pas de référence désobligeante, ou en tout cas comprendra celui qui voudra comprendre, mais moi j'aime bien parfois lorsque l'humanitaire rime avec se taire. Et les grandes paroles et les grandes envolées lyriques parfois sont pas la garantie d'une bonne action. C'est pas parce qu'on va dire à des entreprises, pampon cucu, il faut 6%, mais surtout, c'est pire encore. Ça peut avoir un effet contre-productif de certaines entreprises qui, à certaines époques de l'année, prennent conscience qu'elles n'ont pas rempli ces 6% et vont, alors là, de façon complètement assez grotesque, assez sordide, déclencher des wagons de demandes de recrutement. On reçoit, nous, des demandes de recrutement. Est-ce que vous avez du handicapé? Alors là, on n'est plus dans la dénomination très, très obligeante et très élégante. Et puis d'ailleurs, on est dans une période assez spéciale. Et on va là aujourd'hui redéfinir la composition d'une célèbre entreprise en France, l'Assemblée nationale. A-t-elle 6% de travailleurs handicapés, de députés handicapés? On en connaît un, mais on a beaucoup parlé de lui, qui est ministre, voilà. Mais effectivement, vous avez raison. Je vais donner la parole à Denis Charrier et à Sonia Mouy. Tiens, Sonia Mouy, responsable de la mission handicap pour le groupe Synergie. Quel est l'objectif de cette mission? Alors, le groupe Synergie est un groupe qui existe depuis maintenant plus de 50 ans, dont le rôle est donc nous venons de l'intérim, du recrutement, du conseil et des ressources humaines. Et effectivement, en fait, nous avons une mission handicap qui existe depuis maintenant 20 ans et dont le rôle est d'accompagner les entreprises pour justement atteindre ces fameux 6%. Donc, effectivement, on va les accompagner dans le cadre de recrutement où on va travailler, mettre en place des opérations spécifiques pour les accompagner, mais on va aussi travailler sur un autre volet qui fait partie aussi des objectifs des 6%, qui est de sensibiliser les collaborateurs internes d'une entreprise. Quand on parle de handicap et quand on parle de 6%, effectivement, on voit l'aspect recrutement pur, mais il y a aussi tout l'autre volet qui est de déconstruire les stéréotypes que l'on a par rapport à l'image qu'on a du handicap et d'inciter les salariés à se déclarer. Ce que je voulais aussi préciser... Excusez-moi de vous interrompre. Quels stéréotypes, par exemple? Les stéréotypes, en fait, moi personnellement, je trouve que le mot RQTH, il est un peu mal trouvé, parce qu'on parle tout de suite de handicap et ça fait très peur. Donc, comme vous l'avez très très bien dit en introduction, 80% des handicaps sont invisibles. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un handicap en entreprise? C'est tout simplement avoir une situation de santé qui entrave le bon fonctionnement de son activité. Donc, vous pouvez très bien être diabétique, par exemple, avec un travail qui demande, où il n'y a pas beaucoup de pauses, où les heures de repas sont compliquées. Vous avez une RQTH. Vous pouvez avoir, par exemple, vous pouvez être une coiffeuse allergique à l'ammoniac, donc plus de possibilité de faire des couleurs dans le bac, donc risque de perte d'emploi. Donc en France, le handicap, c'est ça. C'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a deux actions à faire. Il y a effectivement le fait de recruter de nouveaux talents en situation de handicap, en prenant aussi en compte les spécificités du marché de l'emploi des travailleurs handicapés, puisque je vous rappelle que 65% des travailleurs handicapés sont infra-bac. Donc je pense qu'il y a une maturité aussi à avoir de la part des recruteurs. Mais il y a aussi l'autre aspect, qui est l'aspect par rapport à nos propres collaborateurs, qui souvent n'osent pas se déclarer parce que on a une image un petit peu du handicap qui n'est pas la bonne. Et là, il y a vraiment aussi un travail interne à déconstruire. Et ce que je voulais aussi préciser, Jérôme, par rapport justement donc au délai d'obtention de la RQTH auprès de la MDPH, c'est un vrai sujet. C'est un vrai problème. Oui. Et il y a un décret qui est passé en 2018, qui est tout nouveau, qui traite justement ce sujet. Et désormais, c'est vraiment une nouveauté. Il y a deux actions qui ont été mises en place. La première, c'est que vous n'aurez plus besoin maintenant, quand vous avez une pathologie qui est une pathologie pour la vie, de refaire votre dossier tous les 5 ans. Maintenant, vous aurez une RQTH à vie. Et puis désormais aussi, à cause justement de ce délai d'obtention qui est très long, vous pourrez aussi, quand vous aurez votre récépissé, vous en servir aussi pour mettre en place tout ce qu'il faut. Donc il y a quand même on sent qu'il y a une évolution et aussi à ce niveau-là. C'est vrai, mais ce délai est tel aujourd'hui
aujourd'hui, qu'on voit des gens qui sont vraiment coincés dans des situations, qui sont bloqués et qui subissent donc une double peine, à la fois celle d'avoir un tourment physique, enfin voilà, de subir une pathologie quelconque, mais celle de ne pas pouvoir avoir cette ambition, ce souhait, en tout cas de le réaliser, s'ils en ont la détermination, de pouvoir accéder à un travail rapidement, parce qu'ils sont dans l'obligation impérieuse d'attendre cette fameuse RQTH pour s'en prévaloir. Ouais, et parfois donc, on voit même des gens qui la cachent, cette RQTH. Alors soit par honte, mais soit aussi dans le souci de retrouver un emploi, parce qu'ils savent très bien que sinon ils vont être bloqués. Raison. Et ça, c'est terrible. Oui, tout à fait. Il y a cette peur de la discrimination. Tout à fait. Et effectivement, et c'est un vrai sujet, effectivement, de comment on aborde en recrutement le handicap. D'ailleurs, on fait beaucoup, nous, de job coaching pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap, où justement, on leur apprend aussi à parler de leur situation de handicap. Mais vous avez raison, Jérôme. D'abord, les délais sont encore très longs. On ne va pas se mentir. Et effectivement, il y a aussi encore une difficulté à parler de sa situation de handicap. Denis Charrier, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler, alors on en a fait une émission évidemment, mais on n'entend pas parler du handicap en entreprise. Aucune campagne, aucune sensibilisation, rien. Il serait peut-être temps. Denis Charrier. Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, vous entends. C'est vrai qu'il... Oui, allez-y. La fenêtre de tir, et on en parlait précédemment, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap qui donne voix au chapitre aux missions handicap dans les entreprises, mais aussi aux secteurs que je représente, les ESAT et les entreprises adaptées. C'est une fenêtre de tir chaque année. Nous, après, on accompagne un bon nombre d'organisations aujourd'hui, notamment des missions handicap ou des directions achats, à développer leurs relations avec les acteurs inclusifs que sont les ESAT et les entreprises adaptées. J'aurai peut-être l'occasion ultérieurement de les présenter plus en détail. Et on se rend compte quand même aujourd'hui dans les organisations que l'ensemble aujourd'hui des parties prenantes, et non plus que les missions handicap, se saisissent de ce dossier. Parce que l'insertion de personnes en situation de handicap aujourd'hui dans les organisations revêt une dimension bien plus globale qu'est la responsabilité sociétale de l'entreprise ou de l'organisation. Alors, je me permets juste, Philippe, et pour anticiper le propos de M. Charrier, qui représente les ESAT. Oui. Alors, tous les auditeurs ne savent pas ce que c'est un ESAT, et sans doute, immanquablement aussi, tous les chefs d'entreprise, il faut qu'ils le sachent ce soir. Alors, pourquoi ces établissements font un travail juste extraordinaire. Pour les entreprises, elles peuvent s'affranchir précisément de cette histoire de quotas en recourant à des achats de services ou de biens produits par des travailleurs en situation de handicap dans les ESAT. On parle de travail d'handicap, mais on ne parle pas de formation de travailleurs handicapés. Et là, il y a encore un chantier relativement vaste qui doit être mené dans les organismes de formation, dans les CFA, dans lesquels on ne réserve pas assez de place et de commodité pour les travailleurs handicapés. Et les ESAT font un travail juste extraordinaire. Non pas tant seulement de recrutement, mais de formation avec des gens qui malheureusement ont parfois un handicap relativement lourd, comme celui qu'on pourrait imaginer comme rédhibitoire à une activité professionnelle, ce que eux permettent. Donc, pour nos auditeurs, allez voir ce qu'est un ESAT. Pour les chefs d'entreprise qui nous écouteraient, allez voir ce qu'est un ESAT pour, pourquoi pas, acheter des prestations de services, de jardinerie, de blanchisserie, etc. Mais là, je laisse la parole à M. Charrier. Alors, allez-y, Denis Charrier, et puis juste après, on viendra pour la deuxième partie de ces vraies voies de l'emploi. Denis Charrier, sur ce que vient de dire Jérôme Laverny. Oui, merci pour cette introduction. Alors, ESAT, c'est l'acronyme d'établissement et services d'aide par le travail. Il existe également des entreprises adaptées, les EA, 2300 acteurs en France qui incluent au quotidien, qui font monter en compétences 150 000 personnes en situation de handicap, des personnes en situation de handicap le plus souvent, le plus éloignées de l'emploi. Ces structures qui ont une double mission parce qu'elles relèvent de l'économie sociale et solidaire, vendent des prestations de services ou des produits, comme on disait précédemment, en vue d'avoir une unité sociale, sociétale, et donc d'inclure ces personnes. Donc on les fait monter en compétences dans plus de 200 univers métiers. Ces 2300 ESAT et entreprises adaptées aujourd'hui réalisent à elles toutes 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc sont compétitifs sur le marché, ont su se mettre en ordre de marche
d'un point de vue organisationnel, ont su revoir tout leur processus de production avec la complexité que ça peut avoir d'inclure des personnes en situation de handicap dans toute leur singularité. Et elles savent se lancer dans de nouvelles opportunités de marché, produire des services, délivrer des produits avec une qualité de service équivalente à celle d'entreprises du secteur dit ordinaire. Allez, on va se retrouver. Merci pour vos explications, Denis Charrier, directeur général du réseau GESAT. Nicolas Leroy est avec nous, directeur recrutement groupe du groupe Fiducial. Sonia Mouille, responsable de la mission handicap pour le groupe Synergie. Et puis Jérôme Laverny, directeur du réseau national mission emploi. Soutient-on suffisamment le handicap en entreprise? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. On poursuit le débat dans quelques minutes. À tout de suite. Les vraies voix de l'emploi, c'est jusqu'à 20h. Avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Soutient-on suffisamment le handicap en entreprise? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. On continue évidemment à en parler, à en débattre avec nos invités. Denis Charrier, directeur général du réseau GESAT, qui est avec nous. Nicolas Leroy, directeur recrutement groupe pour le groupe Fiducial. Et puis Sonia Mouilly, responsable de la mission handicap pour le groupe Synergie. Tiens, je vous ai pas posé la question que l'on pose à nos auditeurs. Nos politiques soutiennent-ils suffisamment le handicap en entreprise? Sonia? Alors moi j'ai le sentiment, je pense que il y a eu un vrai tournant donc en 2005 avec la réforme de la loi. J'ai le sentiment effectivement que il y a eu une vraie volonté politique avec le nouveau décret qui est sorti donc en septembre 2018 et qui marque vraiment un tournant avec une politique plus incitative où effectivement donc là on demande vraiment aux entreprises d'être sur du recrutement direct et non plus un mélange de recrutement indirect et autres. Et en tout cas ce que je ressens moi sur le terrain, c'est que nous sommes beaucoup plus sollicités aussi, puisque l'assiette d'assujettissement a aussi été modifiée, le calcul de l'assiette d'assujettissement, et donc du coup on a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent aujourd'hui pour mettre en place de vraies actions. Ce qui est intéressant aussi et ce qui est très poussé par le gouvernement, c'est prendre en compte justement donc les freins d'accès à l'emploi des travailleurs handicapés, et notamment donc avec des mesures financières très incitatives pour les entreprises, pour les inciter à mettre en place de la création de compétences via des contrats d'apprentissage. Donc on voit vraiment effectivement qu'il y a une vraie démarche et c'est ce qu'on fait avec les entreprises. On les accompagne à la fois dans le recrutement de CDD, CDI d'apprentissage, mais en parallèle nous menons beaucoup d'actions aussi de sensibilisation sur le terrain. Nicolas Leroy, vous êtes d'accord avec Sonia Mouilly? Vous vous sentez soutenu? Oui, Jérôme. Juste une toute petite parenthèse concernant les aides. Le micro, Jérôme. Juste une petite parenthèse concernant les aides, elles existent, mais c'est tout un symbole. Lorsque le ministre, il y a 2 semaines, a annoncé la reconduction des aides sur l'apprentissage, il n'a été question que de jeunes. Et ça aurait été bien qu'à cette occasion, il soit rappelé que ces aides qui sont très substantielles pour les travailleurs en situation de handicap, eh bien, soient communiquées parce que beaucoup d'entre eux ne les connaissent pas. C'est vrai. Ouais. Nicolas Leroy. Alors nous, effectivement, je pense qu'en termes on a parlé de quotas, on a parlé de contraintes financières, etc. Aujourd'hui, il faut aussi faire un petit peu de pédagogie en interne, puisque on remarque que les personnes en situation de handicap peuvent être très performantes, même si on les compare avec des gens qui ne sont pas dans cette situation-là. Donc aujourd'hui, le premier frein à lever, c'est celui d'accompagner les managers qui peuvent parfois avoir un peu de réticence à se dire, tout simplement parce qu'ils connaissent pas. Et donc l'État fait, je pense, qu'il faut. Maintenant, c'est aux entreprises de prendre la notion du problème et d'accompagner justement en interne les managers pour se rendre compte que justement on a très très belles histoires. On disait tout à l'heure que le handicap c'était pas forcément quelque chose de complètement pour le coup handicapant pour son job. La seule difficulté c'est de trouver le bon job en fonction du handicap que vous avez. Et si on arrive à faire matcher les deux, généralement les freins sautent et aujourd'hui on n'a que des retours qui sont plutôt excellents avec des gens on a même une grille de performance qui est complètement équivalente que vous soyez handicapé ou pas. Et j'ai une question, Nicolas Leroy. Est-ce que vous êtes dans la capacité, au sein de vos équipes, dans les agences, de pouvoir adapter, par exemple, un poste de travail si, plutôt qu'une personne qui venait d'être recrutée, il s'agissait d'un collaborateur qui, tout d'un coup, souffrait d'un handicap? Est-ce que ça, ce sont des choses que vous pratiquez? Moi, je l'ai fait dans mon équipe. J'ai une responsable qui est manager et qui, justement, a des problèmes de dos qui la pénalisent. Donc, on lui a mis tout un poste de travail adapté, justement, pour justement travailler sur ces problèmes de dos. Donc, effectivement,
effectivement, on adapte les postes, on adapte aussi les postes de travail, mais aussi le job en lui-même. Et aujourd'hui, il y a plutôt un retour tout à fait, plutôt assez exceptionnel, j'ai envie de dire. Même. Avec de bons résultats. En plus, on en parlait tout à l'heure. Vous avez de très bons résultats. On parlait tout à l'heure des gens qui sont, oui, il y a beaucoup d'handicapés qui sont sur des niveaux de formation infra-bac. Nous, on travaille avec des gens qui ont un niveau de qualification assez élevé, donc ça limite la possibilité évidemment de pouvoir accueillir tous les gens qu'on voudrait, mais par contre sur de la prestation intellectuelle, on a des résultats qui sont très intéressants. Et puis en plus, vous avez véritablement mené des actions de sensibilisation, puisque vous avez eu près de 200 collaborateurs internes qui se sont déclarés. C'est ça, nous on a 200 collaborateurs qui se sont déclarés en interne, et on a réussi à recruter 80 personnes depuis en un an, donc on a des résultats nous aujourd'hui qui sont probants, même sur des métiers intellectuels. C'est vraiment la démonstration effectivement qu'on est vraiment sur deux volets. Il y a l'intégration de nouveaux collaborateurs, et il y a aussi le fait de s'occuper de ces collaborateurs en interne et les sensibiliser, former les managers et déconstruire les stéréotypes. Alors j'aimerais qu'on revienne sur la formation. Denis Charrier, est-ce que vous trouvez que la formation est adaptée pour les personnes en situation de handicap? Moi je connais 2-3 personnes, alors pour le coup qui ont un handicap invisible, c'est vrai, mais un handicap lourd. Je pense notamment à quelqu'un qui est malvoyante, et c'est vrai qu'il n'y a rien qui lui est proposé. Elle a eu ça depuis ses 20 ans. Rien ne lui est proposé pour trouver un job, pour être formée à un job où entre guillemets, elle pourrait se passer de ses yeux, Denis Charrier. Alors, la particularité de l'ESAT ou de l'entreprise adaptée, contrairement à une entreprise ordinaire qui a un standard de production, qui a des référentiels de compétences, savoir-être, savoir-faire, etc., l'ESAT ou l'entreprise adaptée, ce que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, en ESAT, c'est 100% du personnel de production qui est en situation de handicap. Ouais. En entreprise adaptée, c'est 55% des effectifs au total qui sont en situation de handicap. Et ces organisations sont en totale capacité de revoir des référentiels métiers, de revoir des processus de production, de telle sorte à faire monter en compétences sur le terrain, sur le tas, des personnes en situation de handicap sur un métier donné. Chacun à son rythme, avec une répétition des tâches, avec un accompagnement, avec parfois même des référentiels qui peuvent être revus sur les instructions, facile à lire et à comprendre, etc. De telle sorte à ce qu'en toute autonomie, au regard de ses capacités cognitives et physiques, chaque personne accueillie, chacune des 150 000 personnes accueillies monte en compétences progressivement. Et donc ça, on est vraiment sur de l'accompagnement sur le terrain, sur de l'accompagnement grâce à des équipes du médico-social ou d'encadrants dans le secteur du travail protégé adapté, qui permettent de faire monter en compétence ces travailleurs pour ensuite, le cas échéant, lorsque c'est possible, créer des passerelles vers les collègues qui sont aujourd'hui ici autour de la table pour du recrutement direct dans leurs effectifs. Ouais. J'insiste sur la nécessité de formation. Il faut que certaines entreprises comprennent également que donner sa chance à un travailleur handicapé dans le cadre d'un cycle d'apprentissage, d'abord, le reste à charge pour l'entreprise est vraiment, aujourd'hui, au vu des aides, complètement dérisoire. Mais c'est aussi donner, indépendamment du contenu intrinsèque de la formation, une opportunité d'une ligne d'expérience qui, pour un jeune, notamment travailleur handicapé, peut être très très précieuse dans la valorisation et dans la construction d'un parcours à long terme. Ça, faut vraiment l'intégrer. Il faudrait vraiment qu'on communique là-dessus. Il faudrait vraiment que les gens ou les entreprises aillent voir ce que fait un ESAT, parce que il y a de matière à s'en inspirer. Encore une fois, j'insiste, dans la construction d'un parcours au long cours. Il nous reste 2 minutes et on l'a souligné, évidemment, il y a eu des efforts très très conséquents sur le handicap en entreprise. Vous l'avez souligné, Sonia. Qu'est-ce qu'on pourrait changer encore? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore si on devait donner une dernière touche pour essayer d'améliorer la gestion du handicap en entreprise? Sonia Moui. Alors, bon, ce que disait Jérôme, effectivement, la nécessité de vraiment communiquer, c'est très juste. Hein, ce que vous dites, Jérôme, c'est que peut-être qu'on n'en parle pas encore suffisamment et qu'on ne parle pas suffisamment, en fait, des aides qui existent. Et puis, voilà, enfin, déjà, c'est ce que je vois. Et puis, effectivement, bien faire comprendre aux entreprises, enfin, ça me semble encore une fois important de préciser qu'il y a 2 volets à travailler, le recrutement interne et puis aussi s'occuper de ses propres collaborateurs et, voilà, et déconstruire les stéréotypes. Ouais. Nicolas Leroy.
Moi, je pense qu'il faudrait raconter de belles histoires. Ouais. Parce qu'on a aujourd'hui des gens. Moi, je connais un malvoyant, mais qui doit avoir 3% d'audition, qui travaille dans le plus grand cabinet d'avocats de Paris et qui sur des matières. Et donc aujourd'hui, il y a de très très belles histoires. Ça peut être un motif d'espoir aussi pour les gens, justement, comme vous disiez, vous parliez de votre ami, ça peut donner des vocations aussi et être assez positif, surtout dans la période actuelle. Je pense que même sur un sujet aussi grave que le handicap, il y a des motifs. Parfois, voir le verre à moitié plein. Voilà. En conclusion, Philippe, aussi pour reprendre les termes de notre introduction, ce qu'il ne faut pas faire par contre, c'est se borner et se limiter à de l'envolée lyrique et seulement verbal, faire de l'humanitaire qui ne sait pas se taire, et il ne faut pas se cantonner non plus à se donner bonne conscience à des obligations, des dictaminations comme ça morales. Ouais. Merci à vous, Denis Charrier, directeur général du réseau GESAT. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Leroy, directeur recrutement groupe pour le groupe Fiducial. Merci à vous, Sonia. Sonia Mouy, responsable de la mission handicap pour le groupe Synergie. Et puis évidemment, merci à Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec le Loft Musique. Ce soir, Yvan Cujous reçoit Marc Jolivet. Restez avec nous. À tout de suite.